Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mesquil J'aime bien. Pater. Maston Pater, excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue notre petit tour d'horizon des divisions en NFL, et cette fois-ci, on fait un stop en NFC Sud pour débriefer la draft des 4 équipes de cette division. Et pour m'accompagner, comme pour les 6 épisodes précédents, je suis toujours avec Alexandre. Comment vas-tu ? Salut PA, salut tout le monde. Écoute, ça va très très bien. On est sur la dernière ligne droite, hein, si je dis pas de bêtises, des previews, des bilans de draft. J'ai l'impression qu'on se voit très souvent en ce moment. Et c'est pas pour me déplaire, mais non, mais en tout cas, c'est très cool de parler de ces bilans de draft. Et puis, je pense qu'il y a une division qui est sympa à suivre. On a des collègues dans le front office qui sont fans de certaines de ces équipes et on espère qu'ils auront fait une bonne draft. Ou en tout cas, on va en parler. Ouais, de division chère à Anto et à Doug, parce que leurs équipes respectives sont dans cette division, donc c'est évidemment la NFC Sud. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout sur tous les réseaux. Twitter X, Blue Skies, Threads, Instagram, YouTube, Twitch, partout, le front office, et de rejoindre, si vous ne l'avez pas encore fait, le Discord. Là, ça parlait un petit peu de FL, de rookie minicamp, on parlait de quoi aussi, de la sortie du calendrier des équipes qui, à l'heure où vous écoutez cet épisode, devrait sortir dans la nuit du 14 au 15, donc encore 1 ou 2 jours à attendre pour avoir le calendrier complet. Peut-être que certains auront la chance de prendre des billets d'avion et des billets de match pour aller voir leur équipe dans leur stade. Je vous le souhaite en tout cas. Mais voilà, là, on a quelques petites échéances, on va dire, NFL qui permettent de nous tenir un peu en haleine. Et puis après ça, je pense qu'on aura un bon mois de vache maigre avant le training camp officiel de toutes les équipes. C'est ça. Mais on vous accompagnera pendant ce temps-là. Pour faire un point et un bilan aussi des épisodes qu'on a pu faire précédemment. Pour rappel, la fameuse tier list qu'on a fait, donc il y a 5 listes. La première, les vainqueurs de draft, avec 3 équipes à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y en aura d'autres d'ici la fin de l'épisode. La deuxième tiers, les bons élèves. La troisième, bonne draft, mais. La quatrième, ils auraient pu mieux faire. Et la cinquième, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Peut-être qu'il y aura d'autres équipes également dans cette liste-là à la fin de l'épisode. On verra. Pour débuter, du coup, les Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers qui ont drafté au premier tour, avec le pick 19, le receveur d'Ohio State, Emeka Egbuka. Surprenant. Je pense que ça a été notre réaction, la première réaction de tout le monde quand on a vu le pick. Surprenant parce que tu dis que l'une des principales forces, en tout cas de Tampa Bay ces dernières années, c'était les squads de receveurs. On va pas reciter, mais on a quand même des légendes entre Mike Evans, Godwin, etc. Sachant qu'il y a eu aussi le rookie Macmillan qui a montré des belles choses. Donc tu peux te dire que c'est une escouade qui visiblement donnait satisfaction. Et en soi, ils prennent quand même Emeka Egbuka, qui est un slot receiver d'Ohio State, qui est honnêtement un des meilleurs slot receivers de ces dernières années en college football. C'est un joueur qui a toujours joué dans des escouades de receveurs à Ohio State, qui était très réputé. Hein. Ses collègues de travail à un moment, c'était quand même du Marvin Harrison, du Garrett Wilson, Jackson Smith et Njigba, entre autres. Donc voilà, il a quand même joué avec des très très gros joueurs qui sont aujourd'hui en NFL, qui performent pour certains. Donc non, c'est un joueur qui, pour moi, est un excellent numéro 2 receveur. Et c'est vrai qu'au début, tu peux te demander pourquoi le fit avec Tampa peut être un peu surprenant, mais plus j'y réfléchis, plus je me dis que en soi, prendre le meilleur joueur disponible, pour moi, c'était dans le range dans lequel il était, et je comprends la stratégie. Il y avait possiblement d'autres positions auxquelles ils auraient pu partir, mais qu'ils ont adressées ensuite durant cette draft. Du coup, c'est pour ça que dans mon évaluation globale, je prends aussi ça en compte. Je prends qu'il y a des joueurs qui ont fait des très bons styles sur cette draft, mais en tout cas, je trouve qu'Emeka Egbuka peut fit avec ce qu'ils ont déjà. On a vu que l'année dernière, il y a eu des blessures de certains receveurs, notamment Godwin. Certes, il en signait cet été, mais je ne sais pas si c'est garanti sur les 3 ans. Donc, je pense d'ici peut-être 1 an ou 2 ans, peut-être ils peuvent déjà s'en séparer et déjà préparer l'avenir, en tout cas avec Emeka, qui pour moi va être un excellent receveur numéro 2 en NFL.
Dans le slot, c'est vraiment une machine. Il est très intelligent. Il sait vraiment créer de la séparation. Il court des tracés vraiment super propres. Et c'est un vrai plaisir à regarder. Et je pense que pour Baker Mayfield aussi, ça peut être une soupape de sécurité quand il est un peu dans la galère. Et il sait en général créer des relations avec ses quarterbacks. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'il a su démontrer à Ohio State. Donc moi, je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé le pick, même si ça a surpris du monde, et ça, je peux l'entendre. Surpris au moment effectivement du choix. Et puis après, il s'est passé quelques jours et en fait, on s'est dit ouais, clairement, parce que tu l'as dit, Godwin et Evans sont plus dans leurs premières années. Godwin revient d'une très grosse blessure et en fait, t'apportes un receveur 1 bis, 2, selon comment tu veux le considérer, en tout cas un gars qui sera déjà titulaire en fait en année 1, qui va t'apporter aussi en termes statistiques, en termes de réception en année 1. Ce qui m'a embêté en fait au moment du choix, c'est qu'il y avait l'éclosion de Jalen McMillan en fin de saison dernière sur la deuxième partie de la saison, où vraiment on a vu un joueur prendre de l'importance dans cette escouade-là, aussi parce que Godwin a été blessé. Mais en fait, ça n'empêche pas de pouvoir tourner à 4 bons, voire très bons receveurs en fait. Mike Evans, il enchaîne quand même des saisons avec des petits bobos. Il rate régulièrement 2-3 matchs par saison. Godwin, on l'a dit, sa blessure elle est quand même assez sérieuse. Hein. La cheville, elle était quand même pas belle à voir après sa blessure. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on pensait plutôt partir défensivement parce qu'il y avait par exemple un Jet Campbell disponible et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mocks qui l'annonçaient chez eux parce que clairement ça fitait complètement et ça prenait la suite en fait de la volonté David pour dans 1 ou 2 ans selon au moment à laquelle il prendra sa retraite. Mais ils sont partis sur un autre joueur, une autre escouade offensive. Et tu rajoutes une force dans une force qui existe déjà, donc parfait pour eux, clairement. Puis c'était l'un des meilleurs en plus sur sa position. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément fait un reach non plus pour prendre un joueur qui était attendu plus tôt, deuxième tour, etc. Ils ont vraiment pris un joueur qui était attendu très très haut dans la draft, un joueur d'impact. Tant mieux pour eux. C'est ça. Puis c'est un mec, tu sais, qu'il a produit avec, comme je l'ai dit, des Ouais. gros receveurs autour de lui. C'est pas Mike Evans et Chris Godwin où tu te dis qu'il va pas pouvoir produire. Non, c'est un mec qui va pouvoir s'incorporer dans une rotation, enfin en tout cas dans une escouade de receveurs qui est déjà établie. Et je pense qu'il n'y aura aucun problème d'intégration de ce niveau-là. Avec le tour numéro 2, le pick 21, ils sont partis sur le cornerback de Notre-Dame, Benjamin Morrison. Ça m'a fait mal ce pick. Moi, je le voulais énormément aux Raiders. Je sais que c'est un joueur qui a eu des pépins de blessure cette année 2024. Avant la saison 2024, on avait tendance à dire que lui et Will Johnson avaient une longueur d'avance sur tout le reste de la concurrence, notamment avec une saison 2023 de très haut vol de sa part. Il était vraiment monstrueux, que ce soit en presse, enfin en couverture individuelle en tout cas, ou en couverture de zone. C'est un cornerback qui est assez physique et qui est, je trouve, très intelligent, un excellent IQ, des bons instincts également. Enfin, honnêtement, il avait montré des très très belles choses et il est descendu parce qu'il y a une blessure au niveau des hanches. Donc on sait que les hanches sont très sollicitées par les cornerbacks, notamment sur les mouvements de rotation, etc. Donc c'est des blessures qui peuvent inquiéter. Je pense que c'est pour ça qu'il est descendu aussi bas. Parce que pour moi, enfin, vous l'avez sûrement vu pour certains dans mon big board, c'était un talent du premier tour, indéniable. En tout cas, de ce qu'on avait vu sur tous ces matchs. Je comprends les blessures qu'il y a des doutes, et ça fait partie du jeu aussi également. Mais pour moi, je pense que si de ce point de vue médical, il n'y a pas de problème pour la suite de sa carrière, pour moi, c'est un véritable style. Ouais, je te rejoins. Hormis le red flag médical qui l'a sûrement fait un petit peu descendre, j'ai vu aucun report sur des problèmes comportementaux, aucun report sur des interviews qui se sont mal passées, comme pour d'autres joueurs en fait qui peuvent aussi expliquer la chute dans cette draft-là. Là, je pense que c'est vraiment la blessure qu'il a eue cette saison. Après, de la même manière que j'ai pu en parler il y a quelques jours avec Will Johnson quand on parlait des Cardinals, c'est une blessure différente parce que c'est la hanche. Et la hanche, quand tu es en fait le bas du corps, quand tu es cornerback, ça peut vraiment être emmerdant en NFL. Donc, à voir ce que ça donne finalement. Est-ce que c'était un simple problème qui, voilà, fallait 6, 7, 8 mois pour réparer tout ça et puis être vraiment d'aplomb pour la NFL, ou est-ce que c'est vraiment un problème qui va être récurrent? Là, on aura la réponse dans plusieurs années, donc plusieurs mois, plusieurs années. Mais en l'état actuel, ouais, je te rejoins. Je suis moins inquiet en fait pour la carrière en NFL de Morrison que ce que je peux l'être pour Will Johnson, par exemple. Oui. Donc à voir. J'ai l'impression qu'il y a moins de risques à prendre avec Morrison, en tout cas, du côté des Buccaneers.
Et en plus, ça remplit un besoin qui était quand même assez criant de leur côté pendant l'intersaison, le poste de cornerback. Tout bénef pour eux, en fait. Hein. Sur les 2 premiers tours, vraiment, on était impressionnés des choix qu'ils ont faits. On a vraiment l'impression qu'ils sont partis sur ce qu'on appelle le BPA, le Best Player Available. Quoi. Ils n'ont pas forcément pris la position, ils ont pris le meilleur joueur qui était dispo sur leur board. Et il se trouvait, en tout cas sur le 2e tour et potentiellement le 3e tour, qu'ils ont pris des joueurs sur lesquels ils avaient un réel besoin en plus dans l'effectif. Donc quand la draft en plus se déroule bien et que les joueurs tombent à eux, bon, bah, ils n'ont plus qu'à attendre et à ramasser un petit peu. Dans le jargon, on appelle ça faire une Eagles. Mais voilà, il y a plusieurs équipes qui en ont profité cette année. Donc tant mieux pour eux et tant mieux pour leur escouade. Et ça fait plusieurs années que c'est le cas maintenant. Tu vois, on sait que ça fait depuis, je pense, leur Super Bowl qu'ils commencent une équipe qui drafte vraiment bien. On sait qu'après le Super Bowl, ils ont fait un nouvel effectif. Ils ont rebâti un nouvel effectif, on va dire, avec beaucoup de jeunes joueurs. Et à partir de là, en fait, ça a recréé une dynamique positive. Alors, tu avais quand même quelques cadres qui étaient des inamovibles, on va dire, des gars qu'on ne bouge pas, des fondations, on va dire. Mais je pense tout autour, vraiment, aujourd'hui, il y a une escouade jeune qui est talentueuse. Et aujourd'hui, chaque premier tour, chaque 2e tour ou 3e tour, tu trouves quand même de la qualité, des joueurs de qualité qui peuvent impacter ton équipe, mais dans le positif. Donc ça, c'est toujours ce qu'on cherche dans une équipe qui est bien gérée. C'est vrai qu'ils ont toujours réussi à apporter du sang neuf et de la qualité. L'année dernière, pour rappel, premier tour, c'est Graham Barton le centre. Au 3e tour, ils en avaient 2. Ils ont pris Jalen McMillan en receveur, Bucky Irving au 4e tour. Non, ils arrivent à trouver des talents et pas forcément qu'au premier tour. Donc voilà, franchise bien gérée encore une fois. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle ils arrivent à rester premier de division année après année, à l'heure actuelle en tout cas. Pour la fin de draft, avec le tour numéro 3, pick 20, le cornerback de nouveau de Kansas State, Jacob Parrish, avec le tour numéro 4, choix 19, David Walker, le edge de Central Arkansas, avec le tour numéro 5, le choix numéro 21, Elijah Roberts, edge de SMU, et enfin le tour numéro 7, pick 19, Tess Johnson, wide receiver d'Oregon. Parmi cette liste-là, 1, 2, 3, 4, lequel t'as surpris, positivement, négativement? En regardant la liste, moi je regarde vraiment les 4 premiers choix. Je regarde vraiment les 4 premiers choix, j'ai l'impression qu'ils sont partis sur le meilleur joueur disponible et ça, en fait, j'ai envie de dire que c'est impressionnant. Parce que pour moi, quand tu regardes Jacob Parrish, moi je l'évaluais comme un talent du deuxième tour, fin de 2e tour en tout cas, en tant que slot cornerback, pardon. Donc qui va jouer en tant que nickelback à l'échelon supérieur. C'est un joueur qui est un peu petit, donc c'est pour ça il a pu avoir des snaps en tant qu'outside corner, mais il sera un peu petit pour, je pense, au niveau NFL. Par contre, c'est un joueur qui est ultra intelligent. Il est toujours au niveau du ballon, il est assez physique. Je trouve qu'il a des instincts, vraiment des très bons ball skills. Sur le run stop, il n'a pas peur d'aller au contact. Alors c'est vrai que son gabarit, c'est pas le plus imposant, donc je pense qu'il y aura ton adaptation en NFL de ce point de vue-là. Mais voilà, pour moi, un Jacob Parrish va possiblement être titulaire, voire dans une rotation pour en tout cas avoir des premiers rôles, en tout cas une des premières rotations, pardon, à l'échelon supérieur avec Tampa Bay. Et je trouve que ça fit vraiment pas mal avec ce que tu peux avoir déjà dans ta room. Tu as rajouté Benjamin Morrison, tu as du Zion McCollum qui se développe pas mal aussi. Jamel Dean, je pense qu'il est sur la fin, donc tu vois, tu prépares déjà l'après de Jamel Dean. Voilà, moi je pense que c'est là aujourd'hui en une intersaison, là ton escouade de cornerback, elle est renforcée pendant les 5 prochaines années. Pour moi, là tu as une escouade de cornerback qui va vraiment tenir la route et qui va vraiment être une des forces de cette défense des Buccaneers. Ouais, moi j'aime bien la signature le choix en tout cas de Tess Johnson en toute fin de draft. C'est un joueur qui a chuté, alors pour des raisons certaines, hein, c'est que c'est un gabarit très 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 frêle, encore plus frêle que ce que peut être le speedster là, des Broncos, dont j'oublie toujours le nom. C'est Marvin Mims, exactement. Non, l'autre, ceux qu'ils ont pris l'année dernière, Ah, le pote de Troy Bonix. Franklin, pardon. C'est ça. Encore un gars d'Oregon. Mm. Mais en fait, Johnson, il est frêle, mais en fait, en tant que corner, si tu n'arrives pas à le choper, tu le revois pas, quoi. Donc, effectivement, en NFL, c'est un profil qui peut faire peur parce que tu te dis qu'au premier contact, le mec va exploser et qu'il sera à l'infirmerie quasiment constamment. Je trouve qu'avec un 7e tour, tu prends pas des masses de risques. Je pense qu'il n'aurait pas passé de toute façon le 7e tour. Tu n'auras pas pu l'avoir en UDFA. Donc, tente ta chance, un peu, tu vois, de manière un peu surprenante, un peu comme un Isaiah Bourne qui, lui, par contre, est vraiment UDFA.
Et ben, j'ai été très surpris de cette chute-là, de Tess Johnson. Et je pense que c'est un bon pari à prendre dans une équipe qui est déjà suffisamment staffée en plus sur le corps de receveur. Donc, on lui demandera pas d'être performant dès la première année, en fait. Donc, à voir, c'est toujours pareil, s'il arrive à passer le cut des 53, etc. Parce qu'un 7e tour, dans l'absolu, une équipe voilà, ne sera pas trop regardante si elle doit le couper avant le début de la saison. Mais moi, c'est un profil qui m'intrigue beaucoup parce qu'on en voit assez peu en NFL et je me dis que les Buccaneers, potentiellement, peut être une bonne équipe pour l'incorporer dans leur escouade. Donc, je suis intrigué et impatient de le voir sur le terrain si jamais. Alors, au moins en pré-saison, j'espère le voir jouer. Et puis, s'il fait les 53, de le voir pendant la saison. Puis en plus, il avait fait un excellent Senior Bowl. En tout cas, il avait montré des belles choses. Il avait su se démarquer. Bon, visiblement, ça l'a pas trop aidé à se créer une cote sur la draft, mais je pense que les Buccaneers peuvent tenir quelque chose, en tout cas, avec Curtis Johnson. J'aimerais juste me mentionner un petit peu, moi aussi, c'est David Walker en 4e tour. Pour moi, c'est un mec qui arrive un peu plus tard, pour moi, dans mon processus draft. Je pense qu'en vrai, aujourd'hui, il aurait pu rentrer dans mon top 15 des edge rushers que j'avais évalué. Parce que de ce que j'en ai vu à Central Arkansas, en tout cas, il a vraiment montré des super choses. Et je pense qu'au 4e tour, c'est un petit pari, mais pour moi, c'est un pari plutôt safe parce que tu avais des besoins sur les edge rushers. Ouais. Et tu prends vraiment un mec qui a un vrai bon potentiel, qui a un gros moteur, qui peut être un peu ce nouveau. Allez, j'aime pas trop cette comparaison-là, mais ce qui apportait un peu à Shaq Barrett, tu vois, dans le profil physique. Et à voir si c'est le même rôle qu'on va lui demander. Mais je pense que ça peut être un mec qui va faire du bien à leur escouade parce que c'est vrai que derrière Yaya Diaby, il n'y a pas non plus grand monde. Donc ça fait toujours du bien de ramener du pass rush dans une défense qu'on a besoin. Complètement d'accord, ils en ont pris 2 en plus, back-to-back pick avec le tour numéro 4 et 5. Donc à voir, il suffit qu'il y en ait un des deux qui performe, en tout cas sur la première saison. Bon pick, et ça sera une très très bonne draft. Toujours avoir aussi l'état de santé de Morrison, évidemment. Avec tout ça, on les a positionnés comment, nos amis des Buccaneers? Eh bien, en vainqueur de draft. Tout simplement. Parce que, comme on l'a évoqué, effectivement, ils ont pris quasiment que des BPA au moment de leur pick. Si j'avais vraiment un petit truc à dire là-dessus, c'est peut-être au 3e tour, au lieu de prendre un Jacob Parrish, qui va apporter de toute façon sur le poste de nickel, comme tu l'as dit. Mais ils avaient déjà considéré ce poste-là sur la dernière draft. Peut-être partir sur un Xavier Watts qui était encore disponible parce que sur le besoin de safety, je trouvais le besoin de safety en tout cas un tout petit peu plus prégnant que de prendre un deuxième cornerback au 3e tour. C'est juste ça où je pourrais un petit peu être taquin auprès des Buccaneers, mais le reste de leur draft est quand même extrêmement réussi, extrêmement solide. Moi, ce serait sur peut-être la position de linebacker, tu vois. À la limite, je sais qu'il y a eu, il y a eu des départs il y a quelques années de Devin White qui n'a pas non plus été vraiment remplacé en tant que deuxième linebacker aux côtés de notre ami Lavonte David. Je pense après ils font confiance à un Sirvocea Dennis qui est un ancien de Pittsburgh, qui est un joueur où on savait qu'il y avait du potentiel mais fallait du développement. Et là on arrive dans sa 3e année, je pense que c'est un mec qui peut être un petit sleeper sur la saison NFL. En tout cas je pense que ça peut être un starter à l'échelon supérieur et il a montré des bonnes choses sur le peu de snap qu'il a montré. Moi c'est un mec en lequel je croyais beaucoup en tant que linebacker, donc visiblement ils ont l'air de faire confiance à un joueur comme ça. Je pense que s'ils n'ont pas pris de linebacker c'est qu'il y a une raison et on verra si ça paye. Exactement. Peut-être l'année prochaine. Après, on l'a dit, la QV des linebackers était relativement faible cette année. Donc, il y en a plusieurs qui sont partis très très tôt également. Début du 2e tour notamment. Donc, voilà, à un moment donné, si tu veux pas reach non plus sur un joueur, ça peut s'entendre. Et puis, on verra. Et je parlais qu'ils n'ont pas pris de safety. Autant pour moi, c'est vrai qu'ils ont pris Shiloh Sanders en UDFA. Donc là, le game changer, le player changer. Qu'il fasse déjà le roster de 90, après on verra. La 2e équipe du coup de cette division, c'est nos amis, ou pas, selon les personnes, des Falcons. Les Falcons, ils ont pris avec leur premier tour. Pardon, je prends les picks. Avec le premier tour, pick 15, ils ont pris Jalen Walker, Edge de Georgia. C'est un choix qui revenait assez souvent dans les mocks, en tout cas, parce que c'est un joueur de Georgia et qui a la connexion avec Atlanta forcément, et que c'est un profil de joueur qui pouvait les intéresser, parce que Jalen Walker, c'est un peu un joueur un peu hybride, ce qu'on appelle un peu un twinner outre-Atlantique, c'est-à-dire que c'est un joueur qui joue à la fois linebacker et en même temps edge rusher
sur beaucoup de tentatives. Quand tu regardes, je crois que sa répartition des snaps, je crois que c'est quasiment un tiers de ses snaps, c'est en tant que pass rusher. Donc tu vois, c'est quand même un joueur qui a beaucoup apporté sur cet aspect-là à Georgia. Il a montré des très belles choses. Après, je pense que son gabarit l'empêche de jouer à temps plein sur cette position-là. Et que c'est quand même un joueur intelligent qui, sur le run-stop, je trouve qu'il a montré vraiment des grosses qualités. Malheureusement, je trouve qu'il a encore beaucoup de choses à améliorer du niveau de la couverture. C'est pour ça que les projections en tant que linebacker me faisaient un peu peur. Moi, je l'avais en tant que talent du deuxième tour, mais je peux comprendre les gens qui l'ont plus haut parce que quand tu le regardes jouer, c'est vrai que tu le vois et il est vraiment impactant. Mais il y a quand même des moments où tu te dis que sur la couverture de passe, par exemple, il a des errements qui peuvent être préjudiciables pour ton équipe. Et c'est vrai que quand tu es un linebacker, voilà, c'est ce qu'on pouvait demander. Par exemple, moi j'ai souvenir quand Tampa Bay avait pris Devin White, c'est qu'il avait montré des très belles choses sur le pass rush et sur le run stop. Mais c'est un peu un profil similaire, tu vois. Si on devait utiliser une comparaison, pour moi, ça rapproche d'un Devin White et de son impact qu'il avait. On voit ce que Devin White est devenu aujourd'hui, c'est qu'il a fait 2-3 saisons vraiment à très haut niveau et que derrière, les défenses ont su s'adapter et qu'il s'est rendu assez inutilisable pour une défense NFL. Donc j'espère pour John Walker qu'il arrivera à progresser en tout cas sur la couverture et devenir vraiment une arme vraiment polyvalente. Mais voilà, en soi, c'était le range. Je commençais à partir du 15e choix. C'est le choix où je me dis, ok, je suis d'accord avec ce pic-là. Pour Jalen Walker, c'est une destination qui me paraît plutôt cohérente, sachant qu'à Atlanta, il y a quand même des besoins aussi en termes de pass rush et de linebacker. Donc, à voir comment leur défense sera axée, mais ça va être intéressant à suivre, en tout cas pour eux. Atlanta, ils sont censés avoir une défense en 34. Donc c'est vrai que voilà, tu incorpores directement un gars qui, ouais, avec Georgia, on savait pas trop sur quel poste il était, donc plutôt outside dans l'absolu. Oui, c'est un Donc outside où après il va être ça peut être le deuxième linebacker, ça dépend des packages. Tu vois, si tu prends des packages où tu mets 3 linebackers, lui sera un peu ton hybride, comme tu utilises des Frank Ilouvu à Washington ou des Andrew Van Ginkel, tu vois, ça peut être un peu ce profil-là de joueur. Donc vraiment un peu, là j'ai cité des exemples qui marchent, mais il faut que les coaching staff NFL aussi, les coordinateurs défensifs arrivent à faire fonctionner ces genres de profils et c'est pas le cas de tout le monde. C'est risqué. C'est risqué, on sait que les frics un peu athlétiques, voilà. Les mecs dont on sait qu'ils ont les outils physiques, mais pas encore techniques pour la NFL. Le développement se fait aussi avec en tout cas avec le coaching staff. Donc là, ça sera vraiment à Ray Morris de pouvoir le faire monter en compétences pour que ce soit un très très bon joueur NFL. Toujours au premier tour, parce qu'ils ont trade-up pour remonter avec le pick 26, ils ont tradé avec les Los Angeles Rams et ils ont décidé de prendre le edge de Tennessee, James Pierce Jr. Donc back-to-back edge. Selon comment tu considères Jalen Walker, c'est toujours la même chose. C'est ça, en fait, ça fait des années, j'ai l'impression qu'on leur dit, on rabâche les oreilles avec les Falcons pour dire qu'ils doivent prendre un edge au premier tour. Là, mais non, Michael Penix. C'est ça, mais tu vois, là, cette année, c'est même pas ils en prennent un, ils en prennent deux, tu vois. et en soi, moi, je kiffe le joueur, je kiffe le fit. Si James Pierce était descendu était pris, au 15e choix, j'aurais pas du tout été choqué, même j'aurais été plutôt d'accord. Juste là, ce qui peut-être me dérange un peu, c'est la compensation. Je trouve un premier tour, c'est beaucoup. C'est des assets qu'une équipe comme les Falcons, potentiellement, tu sais pas si ça sera peut-être un top 15 de draft, tu vois. Ça dépend de ta saison, ça dépend de Michael Penix, si ça marche bien avec Penix. Potentiellement, ce pick peut être un pick, si tu fais une mauvaise saison, ça peut être un pick top 10. Donc c'est un risque qu'ils prennent. Et pour un joueur pour moi, c'est un joueur qu'on pouvait attendre même en début de saison, avant la saison des mock drafts ces derniers mois. Avant le début de saison, on pensait que ça pouvait être le numéro 1 de cette draft. Vu le potentiel du joueur, c'est un joueur qui a un énorme potentiel, qui a un peu moins fait parler de lui cette année, mais qui pourtant, je trouve, il a quand même des énormes qualités et sur le pass rush, fera vraiment des différences à Atlanta. C'est vraiment un joueur profil un peu félin, qui a un premier pas vraiment explosif, un excellent bend, et avec des très longs bras, donc c'est un joueur qui peut maintenir quand même à distance les O-line adverses en posant ses mains en premier, et puis en gardant, tu vois, en gardant un espace suffisant pour contourner l'O-line et perturber la poche et perturber le quarterback adverse. Donc moi je trouve que c'est un joueur qui a énormément de talent sur le run stop. Il faudra qu'il progresse un petit peu, mais on a déjà vu des choses intéressantes cette année. Voilà, c'est un joueur qui va pouvoir apporter, je pense, dès sa première année.
Et ça va être intéressant aussi de voir comment ça joue du côté des Falcons. Avec, je pense, bah, du coup, ce sera le joueur à l'opposé de Jalen Walker. Ouais. Tu auras 2 rookies sur les postes d'outside linebacker. Donc ça va être très intriguant de voir le développement de cette équipe et de cette jeune défense bah, si le développement de ces 2 joueurs se passe bien, je pense que la défense d'Atlanta peut être vraiment très intéressante la saison prochaine. Comme tu disais, j'aime beaucoup le joueur et s'il y a une vraie complémentarité en fait entre Jalen Walker et James Pierce, cette défense peut être effrayante dans le sens où si tu alignes les deux en même temps sur le terrain, il y en aura forcément un qui ira blitzer. Donc en Ouais. fait, au lieu d'être dans une 3-4, tu seras plutôt dans une 4-3 et après du coup les squads de linebacker se chargera en fait de la couverture aérienne. Sauf que si les deux sont bons, les attaques adverses, elles n'auront pas en fait d'où va venir le danger. Est-ce que tu vas faire blitzer Pierce? Est-ce que tu vas faire blitzer Walker? Et là, il va falloir vraiment, vraiment se gratter la tête du côté des coordinateurs offensifs des équipes adverses. C'est ça qui est très fort. C'est que, voilà, effectivement, tu mets normalement 2 talents, 2 hauts talents sur des postes d'outside. Dans l'absolu, tu peux même blitzer en fait à 5 joueurs et mettre les 2 en fait en blitz dans l'absolu. Mais c'est vrai que ça peut être extrêmement effrayant pour les O-line adverses de se dire putain, mais en fait le danger il peut venir vraiment de partout. La D-line, moi, me fait pas spécialement peur non plus, vu les joueurs qu'il y a actuellement. Maintenant, ça demande aussi qu'à performer et qu'à monter en niveau. Mais en tout cas, voilà, sur les extérieurs, ils ont quand même largement considéré et logiquement, les Falcons peut quand même partir du principe qu'ils vont pas finir avant-dernier au nombre de sacs comme la saison dernière, quoi. Ouais. En tout cas, l'investissement a été fait en ce sens. À voir si ça Ouais. fonctionne. Je te rejoins par contre, c'est vrai, sur la compensation. Je la trouve un petit peu lourde et c'est ce qui m'embête un petit peu plus. C'est pas tant le choix finalement, mais plus la compensation qui a été faite au préalable pour trade-up. C'est juste ça qui m'embête là-dessus. Après, si il y a bien une équipe où je me dis, enfin, tu vois, les Falcons, en vrai, si même imaginons ils font pas une saison incroyable, ils ont quand même, tu vois, ils ont Michael Penix, qui sont un jeune quarterback qu'ils veulent développer. Donc, tu vois, l'année prochaine, sachant que c'est une QB de quarterback, visiblement, t'en prendrais pas un non plus. T'as des skills players qui sont encore sous contrat rookie. Voilà, t'as quand même des jeunes talents dans cette équipe. Voilà, je peux entendre le GM qui se dit, ok, j'ai envie de tenter un all-in sur vraiment un pass rusher où je pense que ce gars-là peut être un pass rusher numéro 1 pour mon équipe. Il y a vraiment une prise de risque, elle est réelle. Si ça marche pas, on va entendre parler de ce choix pendant quelques années. Mais si ça marche, plus personne ne reparlera de cette compensation du premier tour. Donc c'est un risque qui va falloir que ça paye en fait pour le GM. Donc voilà. C'est ça. Sur le reste de la draft, donc avec le tour numéro 3, pick 32, ils sont partis sur Xavier Watts, le safety de Notre-Dame. Avec le tour numéro 4, pick 16, Billy Bowman Jr., de nouveau un safety, celui d'Oklahoma. Et enfin, avec le tour 7, pick numéro 2, Jack Nelson, offensive tackle de Wisconsin. Est-ce qu'on parle de Xavier Watts maintenant ou on attend un petit peu? Non, allez, on va en parler, on va faire plaisir aux fans des Falcons. Pour moi, c'est un des styles de la draft. Ouais, c'est exactement ce que je veux dire. Je crois que je l'ai top 20 sur mon big board personnel. C'est le meilleur safety de cette QV selon moi. Après, je sais que ça n'engage que moi, mais voilà, moi j'ai été impressionné par ce joueur. Je trouve que c'est un playmaker qui a une grosse production à l'échelon universitaire. Des instincts, mais pour moi les meilleurs instincts de cette QV, en tout cas que ce soit la couverture, mais même sur le jeu au sol, où pour moi il a su faire des plays derrière la ligne de scrimmage parce qu'il anticipait une course outside du running back, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est vraiment un joueur qui peut être un capitaine de défense. On sait déjà qu'ils sont des Jesse Bates qui est vraiment un profil de safety très, très polyvalent et très impactant pour eux. Je pense que voilà, ça peut être un bon complément avec lui. Et pour moi, tu as peut-être limite une des meilleures paires de safety de NFL dès la week 1. On verra ce que ça donne en NFL, mais pour moi, je suis convaincu que Xavier Watts, ça va marcher. Et honnêtement, j'adore le pick en fait. J'étais juste dégoûté en fait qu'il tombe parce qu'ils étaient au choix 96 et je crois qu'au choix 98 il y avait les Raiders et moi j'aurais bien kiffé qu'ils tombent chez nous donc voilà. Mais très très bon pick de leur part. Ouais, c'est aussi une possibilité qu'il soit parti sur Watts parce que les Patriots avaient pris Jared Wilson, le pick juste avant, le centre de Georgia. Georgia, connexion avec Atlanta, etc. Et c'était aussi un besoin de leur côté au niveau du centre. C'est ce qui m'embête un tout petit peu dans cette draft-là. Alors oui, effectivement, Xavier Watts, il va arriver directement à être titulaire. Et c'est vrai que leur backfield défensif,
Elle est quand même impressionnante, on va pas se le cacher. Ça m'étonnerait effectivement qu'ils se prennent des camions de yards et des camions de points comme ils ont pu se prendre l'année dernière. Alors après, il y a eu des matchs où ça performait et d'autres matchs, c'était pas très régulier. En fait, leur défense, il y a vraiment des moments où ils ont montré des très bons flashs. Maintenant, tu rajoutes du talent dans le backfield, tu rajoutes du talent pour le pass rush. Logiquement, si tout clique bien, l'un devrait aider les deux autres et les deux autres devraient aider le dernier nom arrivé au troisième tour, quoi. Donc c'est tout bénef là-dessus. J'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup la position. Peut-être que personnellement, je serais parti sur une autre position en fait avec ce choix-là. C'est ce qui m'embête un tout petit peu. Maintenant, quand tu as un talent de ce calibre-là qui tombe jusqu'à toi en fin de troisième tour, difficile de passer dessus. Juste, voilà, je pense qu'ils auraient pu considérer peut-être poste de receveur, par exemple. Il y avait encore mince, comment il s'appelle? Celui qui a été récupéré Jalen par les Royals. Chiefs. Voilà, merci. T'es mon Wikipédia humain, merci beaucoup. T'avais encore un Jalen Royals. C'est vrai, quand tu regardes les squads un petit peu des receveurs, elle fait un petit peu peine à voir. T'as Drake London qui performe très bien. T'as du Darnell Mooney. Mais Mooney s'est révélé l'année dernière. Donc, voilà. Mais en fait, tu rajoutes un troisième, quoi. Un troisième larron qui est extrêmement explosif, etc. Pour aider aussi en fait Penix, pour aider aussi Robinson en fait. C'est juste ça qui m'embête un tout petit peu. Et Maintenant, en plus, c'est vrai que de passer sur un talent comme Watts, bon. Mais je crois qu'en plus, il trade up pour lui. Hein. Parce que pour moi, ils n'avaient pas le pic initialement, le 96. Pour moi, c'est un trade up. Hein. C'est un trade up avec Philly, ouais. Je crois qu'ils avaient un début de 4e et ils ont échangé pour remonter. Donc Ouais, je pense qu'ils ont senti aussi que le joueur descendait trop et qu'il ne passerait pas les Raiders. C'est pour ça qu'ils sont montés devant nous. Ouais. Je pense qu'il y a eu cette logique qui a été empruntée. Mais en revanche, par contre, j'aime pas trop le. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais. Non, vas-y, mais je pense qu'on a le même. Voilà, j'aimais pas trop le choix de Billy Bowman, moi. Moi, c'est justement là, tu vois, tu parlais de receveur. Je pense que là, Royal c'était encore dispo. Tu avais encore même d'autres joueurs disponibles. Je comprends pas le choix. Là, c'est très dommage parce que à partir de là, pour moi, tu avais quasi fait une masterclass. Si tu enlèves le fait qu'ils ont trade up avec un first round pick dans la compensation. Mais pour moi, Billy Bowman, c'est le petit point noir de cette draft. Sachant que tu n'as pas beaucoup de picks non plus. Tu avais d'autres besoins. Tu avais aussi, tu vois, cornerback, tu l'as dit. Enfin, un deuxième corner pour épauler JTRL. Voilà, moi je trouve que Billy Bowman c'est un safety qui est sous-dimensionné, qui a des petits bras, qui a les plus petits bras d'un safety je crois depuis une quinzaine d'années. Et on sait très bien que sur le rayon du plaquage, si tu as des petits bras, c'est toujours compliqué, sachant que tu as des athlètes NFL qui brisent des plaquages, qui sont des menaces en yard after catch. Enfin, il y a un moment, en fait, j'ai pas trop compris l'intérêt. Alors ouais, c'est un joueur intelligent, mais dans un premier temps, je pense qu'il va être utile en special team. Et en fait, je sais même pas si à un moment il va rentrer dans une rotation, peut-être dans le slot et encore. Je sais même pas en fait. Pour moi, c'est un gars, je serais pas non plus si serein que ça de l'avoir au fond du terrain avec les athlètes NFL qu'il y a qui pourront briser le plaquage s'ils arrivent à le déborder. Voilà, c'est ça qui me fait peur. Après, c'est un joueur intelligent qui a su combler ce déficit de longueur de bras par son intelligence de jeu et ses instincts. Je sais pas si ça suffira en effet. Ils ont pris des safety intelligents. Moi, on peut dire ça. Xavier Watts, c'est un peu la même chose. Donc voilà, c'est finalement par rapport à ce que j'ai dit sur Watts, effectivement, c'est peut-être plus le pick Billy Bowman qui me dérange parce qu'il y avait Royals qui était encore dispo et ajouter un petit peu vraiment, comme je dis, d'explosivité, de vitesse dans ce corps de receveur-là, ça n'aurait pas été déconnant. Après Jack Nelson, personnellement, je ne le connais pas. Toujours la même chose, tour numéro 7. Je ne prends pas trop de risques non plus. Voilà. Le fait qu'ils n'aient pas énormément considéré la O-line, qui était plutôt bonne, mais qu'ils ont perdu quelques joueurs en free agency, me laisse un petit goût d'inachevé en fait pour eux. Mais comme on a dit, ils n'avaient pas énormément de pics, dû aussi au trade-up pour James Pierce. C'est ça. Avec tout ça, du coup, on est parti pour eux. On a peut-être été un peu sévère. On les a mis sur la 3e liste. Bonne draft, mais. En y réfléchissant, parce que cette liste, pour spoiler elle est modulable. Elle est modulable, voilà. C'est, comme je l'ai dit sur les précédents podcasts, voilà, il y a des moments où pour certaines équipes, on peut faire une exception. Et moi, c'est vrai qu'en y repensant, je pense que je serais d'avis de les mettre dans les bons élèves. Tu vois. Je suis assez d'accord. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Ouais. Bon. Si t'enlèves l'idée qu'il y a eu un premier tour de dépensé pour James Pierce et qu'il y a eu le pick Billy Bowman, et pour moi, si par exemple tu prenais Jalen Royals, mais là t'avais les vainqueurs de draft en fait. Ouais. Tu vois. Mais bon, voilà, on est obligé de juger de l'ensemble des choix qui ont été faits.
Et en tout cas, je pense que, mine de rien, cette équipe des Falcons, et en tout cas surtout cette défense, a été grandement renforcée. Mm. Et je pense que c'est vraiment au plaisir de Raheem Morris, le head coach des Falcons. Exactement. Exactement. Bon. Du coup, je les ai montés un petit peu d'un cran en bons élèves. Allez. On enchaîne avec les New Orleans Saints qui nous ont étonnés, si on peut dire. Donc avec le tour numéro 1, le pick 9, ils sont partis sur Kelvin Banks Jr., l'offensive tackle de Texas. Jusque-là, pas grand-chose à dire. C'est ça. C'est pour moi, jusque-là, c'était une bonne draft. Même je pense les fans des Saints, on en connaît quelques-uns qui, je pense, Anto également a été relativement content. Parce que c'est un choix, visiblement, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait peut-être Shedeur Sanders qui allait tomber chez eux. Au final, ils prennent un des tackles les plus solides de ces dernières années en college football. À Texas, il a montré pendant 3 ans, en étant titulaire, je crois, depuis sa saison freshman ou redshirt freshman, qu'il était l'un des meilleurs tackles de CFB, tackle gauche, évidemment. Et je pense que ça va être intriguant aussi de voir comment ça va se passer pour Taliese Fuaga, qui était un tackle droit à sa sortie d'Oregon State. Donc, est-ce que Fuaga va repasser à droite? Est-ce qu'ils vont laisser Banks à gauche? Voilà. Mais en tout cas, pour moi, tu as tes tackles titulaires pour les 7-8 prochaines années. Et en soi, pour le prochain quarterback, qui que ce sera dans cette équipe, je pense que ça va être, c'est une très très bonne solution ou en tout cas, c'est un très bon choix qu'ils ont effectué pour moi. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je milite pour que Kelvin Banks soit à gauche et que Fuaga soit à droite pour qu'il reprenne en fait son poste, le poste qu'il avait à l'université. Quand bien même il a très bien performé l'année dernière en NFL, mais je pense que pour solidifier encore plus cette O-line-là, ça ferait trop sens en fait de mettre Banks à gauche parce qu'il a jamais joué à droite en fait en université et tu le ferais débuter sur un poste qu'il n'a jamais fait en université. Tu sais pas si ça va fonctionner. Tu le mets à gauche, tu es quasiment sûr d'avoir un super joueur en fait à ce poste-là. Donc ouais, j'attends de voir ce que ça va donner, mais en tout cas le choix du joueur et le pick en lui-même, je suis très content pour les Saints qu'ils aient choisi du coup Kelvin Banks. Avec le tour numéro 2 et le pick 8, ils sont partis sur un quarterback, celui de Louisville, Tyler Shaw. Là, j'ai pas compris. Je vais être très honnête. J'en ai pas fait beaucoup, les quarterbacks dans mes scootings. Mais Taylor Shaw, je l'avais même pas vu. Honnêtement, j'avais déjà vu son nom sortir, mais j'avais même pas regardé le joueur. Vu les consensus et vu ce que j'entendais autour, pour moi, c'était pas un joueur qui allait sortir, en tout cas dans les 3 premiers tours. Du coup, je me suis intéressé un petit peu. Bon, c'est un joueur qui a un QI, c'est un joueur qui est précis, hein, il y a pas de problème là-dessus. Mais il y a beaucoup de joueurs qui correspondent à ce style de jeu-là, et je trouve pas qu'il ait une qualité élite, ou en tout cas qu'il vaille la peine de poser un deuxième tour sur lui. Il a déjà 25 ans, c'est quand même un mec, un super senior qui est en NCAA depuis 6 ans, qui a joué, je crois que c'est la même QV, si je dis pas de bêtises, que Herbert. Peut-être je me trompe, je crois de high school en tout cas. Je crois qu'il vient de la même génération qu'Herbert, ou peut-être je dis une bêtise, mais Il était backup de Herbert. ou t'es peut-être backup de Herbert, alors peut-être je dis une bêtise, mais en tout cas, il y avait des joueurs qui sont en NFL aujourd'hui depuis déjà quelques années, et lui, il était voilà, il est encore à NCAA, bon, bref. C'est le dernier joueur à être né avant 2000, à être drafté. Oui, je crois que c'était ça, oui, il y avait un truc comme ça. C'est ça. Mais bon, j'ai pas compris la stratégie. Pour moi, c'est un pic assez catastrophique. Après, voilà, ça peut marcher. On n'enterre jamais les prospects. Faut pas non plus. C'est pas non plus un mauvais joueur, mais pour moi, il y avait tellement de meilleurs quarterbacks à prendre. Il y avait un Will Howard que tu pouvais prendre. Il y avait tellement de meilleures choses à faire en fait. Et ou même, tu vois, t'étais même pas obligé de prendre un QB. Pour moi, t'avais Spencer Rattler qui pouvait largement faire le job. Et tu prenais un QB, elle est peut-être au 4e, 5e tour. J'ai aucun problème avec ça. Mais je comprends pas trop. Puis moi, au début de la draft, je me disais qu'ils allaient pas prendre de QB parce que l'objectif c'était de pas de faire une grande saison. Et sachant qu'ils ont l'offensive coordinateur Nussmeier, tu te disais qu'il y avait peut-être qu'il allait prendre son fils l'année prochaine. En tout cas, c'était une des stories qu'on pouvait entendre. Mais honnêtement, je comprends pas. Tu gâches un 2e tour pour moi alors que tu as déjà pris un 4e tour l'année dernière pour Rattler. Voilà, et je suis pas sûr que tu aies répondu à cette question du quarterback en fait, dans tous les cas. Donc même avec ce 2e tour, c'est pour ça que j'aime pas du tout le choix. On a l'impression qu'ils veulent drafter un quarterback à chaque draft pour enfin trouver le leur en fait. Depuis
Ouais, depuis Drew Brees, depuis l'arrivée de Derek Carr, on a vraiment cette impression-là. Et là, c'est vrai que le choix est très haut pour un joueur qui a jamais vraiment performé en universitaire, qui sur ses 5 ou 6 années a fait une saison où il n'a pas été blessé, le reste il a toujours eu des pépins, il s'est pété 2 fois l'épaule, la clavicule. Enfin, il a un historique de blessures. On parlait de Michael Penix, mais Tyler Shaw, c'est autant que lui. Alors, c'est moins le bas du corps que Penix, mais c'est compliqué quand même. Enfin, ça reste le haut du corps, son bras de lancer. Enfin, et même en précision, il y a du coup des vidéos qui sont sorties après sa draft où tu le vois sur le combine, il te sort des saucisses. Enfin, c'est. Bref. Après, les combines, tu sais que tu peux faire passer des très bons quarterbacks pour des mauvais et vice-versa. Mais après, voilà. Ça Mais passe à être quand même très très vilaine pour un mec qui est pris au 2e tour. ouais, mais après, je l'ai vu, non, mais je l'ai vu lancer des bons ballons aussi. Enfin, voilà, mais je pense que c'est aussi le potentiel du joueur. Pour moi, il est pas non plus. En fait, c'est quoi son plafond, son plancher? En fait, pour moi, c'est un mec qui peut être backup. Visiblement, ils veulent en voir un starter, donc je me demande comment ça va se passer en fait, tout simplement. C'est. Ouais. C'est. Je sais pas tant en fait si c'est le choix du joueur ou la position au 2e tour qui me chagrine le plus, très sincèrement. Lié aussi à la QV. Tu vois, si c'était l'année avec Jalen Hurts et ils le prennent au 2e tour, j'aurais dit ouais, bon bah ok, je vois le profil du joueur, c'est top. Mais là, ouais, écoute, on va passer directement aux autres pics. Je pense qu'on en a déjà beaucoup, beaucoup dit sur lui. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties sur Twitter. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans d'autres podcasts aussi le concernant. Je pense que nous, on peut faire que des redites là-dessus, mais c'est vrai qu'on est extrêmement tous surpris, qu'on soit fan ou pas des Saints. Le choix laisse vraiment extrêmement perplexe. La suite de la draft, 2 choix au 3e tour, pick numéro 7, Vernon Brookton, defensive tackle de Texas, avec le pick 29, Jonas Sanker, safety de Virginia. 2 4e tour, pick 10, Danny Stutzman, linebacker d'Oklahoma, et pick 29, Quincy Riley, cornerback de Louisville, 2e joueur du coup de Louisville. 6e tour, pardon, pick 8, Devin Neal, le running back de Kansas. Et enfin, 2 choix au 7e tour, pick 32, Moliki Matavao, tight end de UCLA. Et pick 38, Fadil Diggs, edge de Syracuse. Là-dessus, je vais commencer. J'aime beaucoup Devin Neal, qui était attendu peut-être beaucoup plus haut sur le consensus, sur les différents boards, etc. Et voilà, on sait qu'il y a des problèmes sur le poste de running back depuis pas mal de temps. Alvin Kamara a quand même régulièrement des blessures ou des suspensions. Notre ami Kendre Miller, bon, il n'a toujours pas la tête à l'endroit, donc on ne sait pas trop s'il va continuer sa carrière en NFL. Clyde Edwards-Helaire, on a vu ce que ça n'a pas donné chez les Chiefs et on a vu ce que ça n'a pas donné chez les Saints. Je ne suis pas sûr que ce soit une assurance tout risque. Et en fait, tu prends un joueur d'impact, en fait, qui va jouer directement dès sa première saison au 6e tour. La valeur est excellente en fait pour les Saints. Là-dessus, ils n'ont jamais eu trop de problèmes à drafter des running backs. Je leur fais confiance sur ce poste-là avec un joueur pris dans ces ranges-là. C'est pour moi une très très belle plus-value par rapport à ce qu'on a pu dire par exemple sur le tour numéro 2. Ouais. Non, c'est ça, je pense que c'est la meilleure value de leur draft. Puis c'est un joueur qui, comme je l'ai dit, pourra apporter. Je pense qu'il a même une des meilleures visions pour moi quand je regarde un petit peu les running backs. Parmi les 26 que j'avais scoutés, pour moi, c'est un de ceux qui avait la meilleure vision. Parce que c'est pas un athlète pur et dur, et je pense que c'est ça qui l'a fait descendre. Mais par contre, c'est un joueur qui arrive à se créer des brèches par son IQ et sa capacité à identifier les lignes qui s'ouvrent devant lui. Donc non, franchement, il est très agile également sur des petits changements de direction, etc. Il a des cuts vraiment, vraiment super intéressants. C'est un joueur vraiment fun à regarder et qui est aussi intéressant sur le pass, enfin sur comment dire la réception. Donc pour moi, c'est un bon complément. Enfin, c'est un profil qui peut rappeler Camara, même Ouais. s'il n'y a pas non plus la vitesse là, de Camara. Mais pour moi, ça rappelle un petit peu ce que Camara faisait du côté des Saints et je pense que c'est un bon remplaçant pour l'avenir, tu vois. Mais voilà, pour parler d'un autre joueur, moi sinon, enfin moi en fait c'est la stratégie au global que je vais mentionner. C'est pas, comment dire, j'étais un peu déçu en fait ce 3e jour du 3e tour et du 3e jour des Saints. Pour moi, tu avais beaucoup mieux à faire parce que en fait, j'ai l'impression que le pic de Tyler Shaw a déstabilisé toute la stratégie des Saints. Ou en tout cas, Ils se sont auto-déstabilisés. ouais, c'est ça, en fait, je n'ai pas compris. En fait, par exemple, on va parler du 3e tour, Vernon Broughton, c'est un joueur qui est plus profil de run stopper à Texas.
voilà, ce sera un joueur qui va jouer one tech, donc c'est un profil qui va être aligné devant le centre, ou en tout cas qui va avoir ses responsabilités de prendre les prises à deux et de laisser Brian Breezy se dépatouiller face à un garde en 1 contre 1. Je pense que ça, c'est pas. L'idée, elle est pas mauvaise en soi, mais pour moi, tu avais un meilleur joueur qui pouvait faire ça, c'était un CJ West par exemple, que je voyais plus haut que Broughton. Après, Broughton, c'est un plus gros gabarit que CJ West, donc peut-être les Saints ont plus kiffé ce profil-là. Soit, je trouve que c'est un petit peu haut. Et pour moi, il y a un vrai problème aussi, c'est Jonas Sanker. J'ai rien vraiment contre le joueur, mais pour moi, tu le prends juste avant Xavier Watts, en fait. Et ça, pour moi, c'est dramatique parce que tu permets déjà à une équipe de ta division de se renforcer. On l'a mentionné tout à l'heure, on a dit tout le bien qu'on pensait de Xavier Watts. Mais tu vois, tu laisses l'opportunité à une équipe comme les Falcons d'avoir un joueur, un top 30 à les talents de cette QV qui tombe dans leurs mains. Et toi, tu te retrouves avec un safety c'est un safety profil un peu plus cogneur, hein, qui peut être, qui a été très intéressant sur le jeu contre la course. Mais je trouve qu'il a des lacunes sur la couverture et pour moi, je sais pas si, comment dire, ce sera un titulaire en année 1 à l'inverse d'un Xavier Watts qui, pour moi, sera un titulaire dès son arrivée en NFL. Voilà. Je pense qu'il prépare l'après, peut-être, enfin, je sais même pas, peut-être Tyrann Mathieu en tant que strong safety, mais je pense que ça doit être cette idée-là, sachant que tu as recruté Justin Reed qui va jouer ton rôle de free safety. Voilà. Après, pour la rotation, c'est bien dans un premier temps, mais moi, en fait, il y a le côté, voilà, t'es passé, t'aurais pu prendre Xavier Watts, et j'ai l'impression, pour moi, ça me rappelle un petit peu le pic des Packers il y a quelques années, quand ils sélectionnent Myers en centre, et que le pic d'après, c'est Creed Humphrey. J'ai le sentiment que c'est à peu près la Alors même que chose. tout le monde savait que Humphrey allait être meilleur. C'est ça, en fait. Voilà, c'est dinguerie. à peu près la même chose. J'ai pas compris. J'ai l'impression que ça va faire la même chose. Alors, je souhaite peut-être aux fans des Saints que Sanker soit un top joueur NFL, hein. Il y a pas de haine là-dedans, mais moi, je suis très sceptique de cette stratégie-là. Donc, c'est dommage. C'est dommage pour moi. Ouais, t'en avais d'autres. T'avais un Malakai Moore qui était encore dispo, par exemple, au 4e tour, tu vois. Ouais, voilà. T'aurais pu avoir un joueur de meilleur niveau, ou qu'on considère en tout cas de meilleur niveau. Ah non, il a été pris, pardon. 4e tour, c'est. Après, il y a eu des trade-up, trade-down. Non, il était au 4e et il était pris par les Jets au 4e. Ouais, mais du coup, le pic d'avant les Saints. Ah oui. Oui, bah oui. Donc, ouais, stratégie de draft, effectivement, un petit peu étrange les concernant. Sans grande surprise. Je pense que le pic de Tyler Shaw aussi nous a tous choqués et biaise peut-être le regard qu'on va avoir sur cette draft-là. Mais on les a mis, nous, en qu'est-ce qu'ils ont fait. Vraiment tout dernier niveau de la liste. Oui, en fait, c'est ça. Bon, on l'a expliqué. C'est le choix de Tyler Shaw, le deuxième jour, en fait, qui est catastrophique pour moi. Tyler Shaw, Broughton et Sanker, pour moi, c'est catastrophique ce que tu as fait. C'est pas que les joueurs sont mauvais, hein, c'est toujours, on dit pas ça, mais c'est surtout la stratégie de la value et des choix que tu aurais pu avoir. En fait, tu avais tellement de joueurs qui étaient meilleurs et qui auraient pu aider ton équipe day one, en fait. Et là, pour moi, je vois aucun starter. Donc, c'est ça le problème. Pour moi, tu pouvais en choper 3, t'en as eu 0. Ouais. Et c'est ça le gros problème. C'est dommage parce que derrière, tu fais un 3e jour qui, pour moi, est ultra solide, hein. Oui. Le 3e jour, tu chopes Danny Stutzman, le linebacker, qui sera une rotation et à l'avenir potentiellement ton titulaire. Tu vois, c'est un mec qui a une grosse expérience, qui est un vrai leader de vestiaire et qui a une grosse expérience en college football. Voilà, c'est un mec hyper smart et tout, qui a le profil pour être performant. C'est juste pas un athlète plus, mais voilà, il y a des linebackers qui font des très grosses carrières en NFL sans être des super athlètes. Voilà, donc lui, je pense que ça peut être le cas. Et Quincy Riley, tu vois, c'est un mec qui en 2023 avait fait une saison incroyable. On l'a lancé au 2e tour, 1er tour. Il est descendu parce qu'il a fait une saison 2024 moyenne. Peut-être ce sera leur nouveau slot, ou en tout cas peut-être le remplaçant de. En tout cas, peut-être qu'il va prendre la place de, je crois que c'est Alontae Taylor qui est dans le slot. Donc après, à voir s'ils veulent le mettre en compétition ou est-ce qu'ils veulent remplacer Paulson Adibo qui est parti cet été. Je sais pas, à voir ce qu'ils en font. Donc ça peut être un joueur qui peut se révéler. Et comme tu l'as très bien mentionné aussi, Devin Neal. Voilà, donc il y a des joueurs très solides qui vont t'apporter. Mais au global, ton 3e jour, tu l'as foiré. Enfin, ton 2e jour, tu l'as foiré. Et dans les grandes largeurs. Et c'est pour ça que je pense que c'est ça qui explique la note qui est mauvaise pour lui. Et ils rejoignent une très très belle cuvée d'équipes avec les Bengals, les Niners et les Packers, hein, quand même. C'est ça. Pour finir sur cette NFC Sud, on va parler du coup des Carolina Panthers qui sont partis avec leur
premier tour, pick numéro 8, donc juste avant, les Saints, je pense qu'ils leur ont coupé l'herbe sous le pied. Ils ont pris le wide receiver d'Arizona, Tetairoa McMillan. Comme je vais pas imiter la célébration de Franz durant le live qu'on faisait, en tout cas le Discord dans lequel on était. Mais bon, il était hyper content et je peux le comprendre parce que pour moi c'était le choix parfait de cette draft, enfin en tout cas de ce premier tour. Il fallait redonner une arme supplémentaire à Bryce Young et pour moi c'est aussi un gros message que tu envoies à ton jeune quarterback, qu'on lui fait confiance et qu'on veut comment dire l'entourer avec des cibles et qui passe ce next step parce que c'est vrai qu'on comment dire les Panthers étaient un peu dans une situation un petit peu bâtarde, j'ai envie de dire, parce que on connaissait leurs besoins défensifs, on savait qu'ils avaient des gros problèmes sur les postes de edge, mais une fois que les 7 premiers picks sont passés, on s'était dit quand même qu'il y avait un petit downgrade en termes de value sur la position et que s'ils allaient prendre un edge à ce niveau-là, c'était peut-être un petit peu reach ou quoi que ce soit. Et pour moi, au final, ils perdent pas du tout de valeur sur ce pick parce que tu prends le meilleur receveur de la QV, pour moi. Et je pense pour pas mal de gens aussi. Et pour aider Bryce Young à passer ce next step, pour moi, ça va être ton receveur X avec un Thielen dans le slot et McMillan qui sera vraiment ce receveur de possession qui va accaparer, en tout cas, que ce soit le meilleur corner adverse ou même aussi un safety si le corner adverse a besoin d'aide. Donc vraiment, il va accaparer de l'attention et je pense que c'est un joueur à qui on promet une belle carrière en NFL et moi j'y crois totalement. Pas grand-chose à dire de plus. Le pic, la position, le joueur en lui-même, le fait de faire l'Anick aussi un rival de division. Je pense que tout est extrêmement bien pensé de la part des Panthers sur ce choix-là. Donc voilà, c'est un 10 sur 10 sur ce pic-là, sur cette position-là, vraiment sur la globalité. Exactement. Avec le tour numéro 2, pick 19, après avoir trade-up pour remonter avec les Broncos, ils sont partis sur Nick Scurton, le edge de Texas A&M. Pareil, pour moi, c'était un joueur top 20 que j'avais dans mon board. Tu le chopes en 50. Qu'est-ce que tu veux dire en fait? C'est un joueur que s'ils avaient pris en 8, j'aurais pas trouvé ça déconnant. Et c'est ça qui est le plus fou en fait dans ces deux premiers picks. C'est que tu prends déjà deux joueurs qui, pour moi, valaient un premier tour. Et tu prends un mec qui est un des plus jeunes de cette QV, qui a 20 ans, je crois, il a encore 20 ans, il va avoir 21 ans dans pas trop longtemps. C'est un joueur qui a quand même deux grosses saisons, enfin vraiment une grosse saison 2023 de production à Purdue, puis après il transfère à Texas A&M. Niveau production, c'était pas la meilleure, mais par contre on lui a demandé de faire des choses, on lui a demandé de prendre du poids et de se concentrer un peu plus sur le jeu contre la course, ce qu'il a fait, ce qu'il a même bien fait, ce qui explique aussi pourquoi il n'a pas non plus fait tant de sacs que ça, parce que c'était ses assignations qui n'étaient pas les mêmes qu'à Purdue. Mais là, de ce qu'on a appris aussi, c'est qu'il a perdu du poids et que visiblement, il veut reprendre. Enfin, on va revoir peut-être le joueur qu'on pensait qu'on allait voir quand il arrivait à Texas A&M. Donc moi, j'ai des grosses attentes envers lui. Je pense que c'est un joueur qui a un énorme potentiel pour être un pass rusher numéro 1. Il y aura du travail. Et je pense aussi, c'est pour ça qu'ils sont allés rechercher aussi un deuxième pass rusher dans la foulée. C'est que c'est un joueur à peaufiner, c'est un diamant brut sur lequel il va falloir prendre un petit peu son temps. Faudra pas attendre, je pense, une saison à 10 sacs à 21 ans dès sa première saison. Par contre, d'ici 2-3 ans, voilà, c'est un projet que tu mets en place sur une timeline qui va prendre un tout petit peu plus de temps, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle et le pic, je le trouve génial. Pareil, le trade-up pour le prendre parce qu'on sentait que ça commençait à faire aussi un petit rush sur les edges. Donc la prise de risque de la part des Panthers pour passer devant d'autres équipes. Le joueur en lui-même, parce que je pense qu'il fit très très bien dans cette défense, plutôt 3-4, et pour lequel la D-line a vraiment été très très fortement considérée pendant la free agency. C'est aussi à prendre en considération. Donc en fait, c'était vraiment défensivement en tout cas, ce poste-là d'outside linebacker, de edge, de pass rusher, on peut l'appeler un peu comme on veut, qu'il fallait vraiment considérer. Et c'est vrai qu'on pensait potentiellement qu'ils allaient partir sur ce type de profil au premier tour. Ils arrivent à avoir l'un des meilleurs de la QV au deuxième tour, certes en faisant un trade-up, mais au final, la compensation, elle n'est pas si énorme que ça. Donc c'est tout bénef pour eux. En fait, ils ont un talent énorme au premier tour sur un poste de receveur. Ils ont un talent énorme au deuxième tour sur le poste de edge rusher / outside linebacker. Pareil, ce qu'on a pu dire en fait avec les Buccaneers, eux,
eux, leur draft, elle aurait pas tombé dessus parce qu'ils ont fait quand même un trade-up pour aller le prendre, mais ils ont su saisir les opportunités quand ils tombaient aussi sur leur board. Et ça, c'est très fort de la part du front office, il faut le reconnaître. Ils ont très très bien manœuvré cette draft-là sur les 2 premiers tours, et puis on va évoquer aussi les autres tours suivants, mais j'ai l'impression sur la draft entière. Ouais, non, totalement. Avec le tour numéro 3, le pick 13, ils sont partis de nouveau sur un edge du Mississippi, comme tu l'as évoqué, avec Princely Umanmielen. 2 choix au tour numéro 4, avec le pick 12, Trevor Etienne, running back de Georgia. On pourra largement y revenir sur lui. Et le pick 20, Latan Ransom, safety d'Ohio State. Avec le tour numéro 5, ils en ont eu 2. Pick numéro 2, Cam Jackson, defensive tackle de Florida. Pick 27, Mitchell Evans, tight end de Notre-Dame. Et enfin, avec le 6e tour, pick numéro 32, Jimmy Horn Jr., wide receiver de Colorado, parce que quand il y a un Horn, il en faut un deuxième dans l'équipe. Exactement. Tu veux parler duquel ? Tu sais quoi, je vais mettre un petit point négatif sur un pick, et je pense certains fans des Panthers seront peut-être d'accord, c'est le pick Latan Ransom. C'est pas que c'est un mauvais safety, hein, loin de là. Je pense que juste il y avait des meilleurs safety à prendre, notamment Malachi Moore, Jalen Reed, ce genre de joueurs, surtout Malachi Moore pour être complémentaire avec Trevon Moehrig, ça aurait été parfait. Je pense qu'un Latan Ransom sera plus un profil pour moi qui est proche de la boîte, en tout cas de ce que j'en avais vu à Ohio State. Alors après, il a quand même, il a performé dans une grosse défense aussi, donc ça, faudra pas lui enlever. Je pense juste que tu aurais pu prendre un peu mieux. Je sais pas si ce sera un titulaire dès l'année 1. Il peut après surprendre son monde, mais je trouve aussi que c'était un gabarit un peu plus petit. Donc pareil, c'est la projection que tu en fais à l'échelon supérieur, c'est toujours un peu plus différent. Il faudra qu'il compense par son IQ et ses instincts. Donc voilà, c'est peut-être le choix sur lequel j'avais un petit truc à redire sur ce pic-là. Mais sinon, après le reste du 3e jour, pour moi, un Jimmy Horn, par exemple, au 6e tour, c'est excellent. Receveur qui, pour moi, je pensais qu'il pouvait vraiment partir plus tôt, qui est assez explosif et peut vraiment être un peu ce gars que tu utilises sur des motions, sur des jet sweeps pour déstabiliser la défense adverse, et qui sera un peu un profil vertical qui a une grosse vitesse et qui est aussi explosif. Donc ça peut être sympa dans ta rotation de receveurs, et pourquoi pas même le Mitchell Evans au 5e tour, pareil. Rotation sur des tight ends, et ça peut toujours être intéressant. Et comment c'est intéressante la room des receveurs, parce qu'aussi un petit peu complémentaire, il y a Macmillan et Leggett, parce que Leggett, en fait, au lieu de prendre la profondeur, il va pouvoir justement garder plutôt ses tracés, ce qu'il avait en fait en université, un peu mid-range. Adam Thielen, lui, c'est un homme à tout faire, il peut à peu près tout et très bien faire. En plus, dans la rotation, tu as Jalen Coker qui a vraiment très bien performé l'année dernière, qui a un vrai truc avec Bryce Young, je trouve, une vraie connexion. Ça s'est vu en fin de saison dernière. Tu rajoutes un autre receveur avec un profil vraiment complémentaire. Donc voilà, très bien pensé, à voir ce que ça donne. Toujours pareil, c'est un 6e tour, tu prends pas d'énormes risques non plus, c'est ton dernier pick de cette draft-là. Essaye-le. Moi, je vais faire un laïus sur Trevor Etienne. J'ai pas trop compris le choix en fait au moment de la draft. Je trouvais ça un petit peu haut par rapport à ce qu'il peut apporter. Et en fait, on s'est rendu compte que Jonathan Brooks, il a été mis sur PUP suite à sa blessure au genou. Donc ça veut dire fin de saison tout de suite. Là, donc en 2025, on ne le verra pas du tout sur le terrain. Et en fait, tu comprends largement le pic parce que tu complètes en fait cette escouade-là de running back avec un Chuba Hubbard qui va être du coup running back numéro 1, et en plus il a signé un gros contrat. Tu as un Rico Dowdle que moi j'aimais beaucoup aussi à Dallas, qui va rentrer dans la rotation, ultra complémentaire de ce que peut faire Chuba Hubbard. Et Trevor Etienne, en fait, il va apporter lui son talent, ce qu'il sait déjà faire, sans avoir des masses de pression non plus. C'est pas un RB1 ou un RB2, il sera plutôt, je pense, dans la rotation avec Rico Dowdle. Et c'est très bien en fait. Je pense que voilà, au moment en fait du pic, eux ils avaient déjà des petits rapports médicaux sur Jonathan Brooks qui n'étaient pas ultra positifs, donc ils ont essayé un petit peu d'anticiper. C'est vrai que d'entamer une saison avec 2 bons running backs en NFL actuellement, c'est peut-être pas suffisant. Il rajoute un plutôt bon running back, en tout cas dans ce qu'il sait faire, donc il a lui aussi de progresser pour avoir un meilleur niveau en NFL, mais en tout cas ce qu'il sait faire, il sait très bien le faire. Il l'a très bien prouvé avec Georgia. Donc pour moi, c'est peut-être l'un de leurs meilleurs picks parce qu'ils ont anticipé aussi la mise sur PUP de Jonathan Brooks. Et
potentiellement, même malheureusement, la fin de carrière de Brooks. En NFL, on ne lui souhaite pas, mais c'est vrai que ça a l'air quand même très très mal engagé. Donc voilà, ça a été très très bien pensé de la part du front office des Panthers sur, je dirais, l'intégralité de la draft. Puis ce qui peut t'apporter Trevor Etienne, c'est vraiment sa vitesse qui est détonnante. Je pense que c'est peut-être l'un des running backs les plus rapides de cette QV. Et justement, il y a eu cette petite course au running back rapide au tout début du 4e. On l'a vu avec Beishoul Touten. Il y a eu lui, et je crois qu'il y avait également un autre joueur, j'ai plus son nom en tête. Mais voilà, il y a eu quelques profils de speedster sur les running backs qui sont sortis assez tôt au 4e. Et je pense qu'ils ont voulu. Je pense qu'ils se sont dit qu'il allait plus être dispo après sur leur prochain pick. Donc autant sécuriser le joueur que tu voulais. Et je pense qu'il amène une possibilité pour Dave Canales de varier un petit peu ses schémas. Et au-delà d'être dans la rotation, je pense que ça peut être une arme offensive supplémentaire sur certains packages. Tu vois, tu peux peut-être même des fois de running back et il a de très bonnes capacités à la réception. Donc tu peux vraiment le faire aller sur différents types de tracés. Il peut être très influent et prendre de vitesse les linebackers ou safety adverse. Ça, c'est sa qualité première. Ouais. Donc voilà. Après, moi je trouve qu'il avait des défauts parce que c'est un joueur qui brise très très peu de plaquage. Donc c'est pas le style de running back qui pour moi va avoir ses 15-20 portées en NFL. En tout cas, je pense pas tout de suite. Mais je pense que sur certains packages, il peut être très intéressant et à la liberté de Dave Canales de l'utiliser et de surprendre les défenses adverses. Et ce qu'avec lui, c'est effectivement son physique. Tu as l'impression qu'il peut exploser à chaque contact. Et en même temps, sur Combine, il a fait un 4,43 aux 40 yards. Donc, même leitmotiv que pour Tess Johnson. Si tu n'arrives pas à l'attraper, tu risques pas de le blesser. C'est ça, exactement. Pour les Panthers, sans grande surprise également, vu tout ce qu'on a pu dire sur leur draft, on les a mis en vainqueurs de draft. Donc, ils rejoignent en fait les Buccaneers aussi dans cette liste-là. Donc, voilà, deux équipes et je dirais une division qui a quand même relativement très très bien drafté parce qu'on va faire un point justement sur nos amis de Chairmaker. Je crois que c'est la seule division qui a 2 équipes dans les vainqueurs de draft. Ouais, c'est ça. Mais non, les Panthers, excellent draft et ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait une draft aussi sympa à suivre. Je pense que les fans des Panthers seront d'accord avec moi là-dessus. Il y a quelques équipes qui n'avaient pas donné l'habitude à leurs supporters de bien drafter, qui ont surpris, donc ça fait du bien d'être supporter de ces équipes. Donc pour la division NFC Sud, vainqueur de draft, comme on disait, Buccaneers et Carolina Panthers. En bons élèves, on a remonté l'Atlanta Falcons. Et enfin, en bon dernier de la classe, nous avons les New Orleans Saints. Merci Taylor Shaw. Merci Alex. Merci à toi. On se retrouve demain pour la dernière division, ce qu'on va appeler la division saucisse, l'AFC Sud. On pourra en parler, mais il y a eu des choix très étranges dans une division qui semble encore plus homogène que les saisons précédentes. Avant cela, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout sur les réseaux, Twitter X, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube et Twitch, partout, @le front office. Bonne écoute. Bonne journée, bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et vive le football!